Après 30 années de mondialisation, partout en France, nos emplois, nos lieux de vie, nos modes de vie, tout a été remis en cause. Faut partir de cette ville. Sinon, ce sera la misère. Hein. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a rien. À quoi ressemble la France d'aujourd'hui? Où en sommes-nous? Et où allons-nous? Vivre, c'est... Vivre. Manger, boire, dormir, faire sa vie, construire une vie, faire quelque chose. En fait, c'est faire quelque chose, voilà. Pendant plus d'une année, nous avons traversé le pays. Nous nous sommes invités chez vous, employés, ouvriers, paysans, jeunes, quadras ou anciens. Nous vous avons écoutés. On a tous notre idéal, mais ça colle pas avec la réalité, quoi. Aujourd'hui, moi, il faut que je fasse passer mon savoir de paysanne à des jeunes pour qu'ils s'installent, parce que c'est trop important, quoi. Je suis fier d'avoir été un ouvrier, un simple ouvrier. Mais oui, il y a de l'espoir, bien sûr. À partir du moment où t'en veux, où t'aimes la vie, où ouais, la vie, elle est pas forcément belle tous les jours, mais bon. Nous avons aussi rencontré des chercheurs qui nous révèlent un nouveau visage de la France. Et si les mutations économiques et sociales avaient creusé une fracture profonde entre des grandes villes de plus en plus riches et le reste du pays de plus en plus fragile? Et si la France avait changé en profondeur? Les chercheurs qui analysent notre société sont sociologues, économistes, historiens, géographes. Leur récit ne correspond plus à la géographie que nous avions apprise à l'école, ni à ce que les médias nous disent des territoires. Christophe Guilluy est l'un de ces chercheurs. On a eu une époque où effectivement la majorité de la population française était intégrée économiquement, faisait partie du projet économique, c'était la période des 30 Glorieuses, où on avait cette phase d'ascension sociale de toutes les catégories. Des ouvriers, des employés, des cadres évidemment. Il y avait une montée, une mobilité sociale dont tout le monde a bénéficié. Cette époque-là est révolue. C'est-à-dire qu'on est passé dans un autre système depuis une trentaine d'années. Ce système économique, ça s'appelle la mondialisation. On fait comme si ce phénomène n'avait pas eu d'impact. Or, ça a eu un impact gigantesque sur les territoires et aussi sur les populations. Les lieux de la mondialisation, ce sont les grandes villes, les métropoles. Ces aires urbaines gigantesques qui concentrent lieux de pouvoir, centres d'affaires, sièges sociaux, banlieues qui défraient la chronique et places financières. Des métropoles avec une population connectée au reste du monde, au marché global. La mondialisation, c'est la spécialisation de l'économie dans des secteurs très très qualifiés. Et ces secteurs très qualifiés, ils se concentrent et de plus en plus dans les grandes villes. En 3 décennies seulement, la mondialisation a fait des grandes métropoles les lieux quasi exclusifs du dynamisme économique de notre pays. Une fracture s'est peu à peu creusée entre ces métropoles et le reste du territoire. Cette fracture, les chercheurs en géographie sociale ont voulu la comprendre. Pour eux, les traditionnelles cartes de l'emploi, de la pauvreté ou des densités de population ne suffisaient plus à dire la réalité de la France dans laquelle nous vivons. Pour dessiner le nouveau visage du territoire, Christophe Guilluy et son collègue Christophe Noyer ont combiné plusieurs données statistiques, et ce, commune par commune. Ils ont utilisé des indicateurs qui affectent un grand nombre de Français, parmi eux les revenus, le taux de chômage, le nombre des emplois précaires, la part des ouvriers et des employés dans la population. Le résultat aboutit à une nouvelle carte de notre territoire.
la France des fragilités sociales. Ce qu'on aperçoit, c'est que ce qui apparaît en blanc, ce sont les grandes villes, ce sont ces grandes métropoles qui créent de l'emploi, qui sont dans la mondialisation, qui arrivent à, je dirais, à produire de la richesse. Cette nouvelle carte de France est édifiante. Il y a une fracture nette entre la France des grandes agglomérations et le reste du territoire. La France qui va bien est celle des 25 métropoles de plus de 370 000 habitants, qui, à elles seules, produisent près des 2/3 de la richesse nationale. Paris, bien sûr, mais aussi Lille, Rennes, Nantes, Nancy, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Caen, etc. Mais surtout, ce qui frappe, c'est que, en bleu, vous avez les territoires fragiles socialement. Ces zones qui apparaissent en bleu sur la carte ne sont pas les déserts humains que l'on imagine. Cette France, loin des métropoles, rassemble au contraire 60% des Français, une part importante de la population. Cette France périphérique, c'est une France à l'écart de la mondialisation, à l'écart du marché de l'emploi, à l'écart des secteurs économiques qui comptent. Partons donc en voyage, traversons la France, ses villes, ses communes et ses campagnes, pour bien saisir cette nouvelle réalité du territoire. La France que j'appelle périphérique, cette France qui est au-delà des grandes métropoles, c'est pas seulement du rural et c'est pas seulement du périurbain, ça peut être de l'urbain. Par exemple, Saint-Dizier, qui est une ville de la France que j'appelle périphérique, cette France qui est au-delà des grandes métropoles, c'est de l'urbain. Et pourtant, c'est évidemment dans les fragilités sociales. Si le géographe nous parle de Saint-Dizier, aux confins de la Haute-Marne, c'est que Saint-Dizier est une ville représentative de cette France périphérique, loin des autoroutes, loin des TGV, loin des universités, loin de la mondialisation. À 300 km de Paris, nous sommes arrivés dans un lotissement à proximité de cette petite ville de l'Est. Et nous avons rencontré Morgane. Je m'appelle Morgane, j'ai 19 ans, puis j'habite à Villers-en-Lieu, il y a 6 km de Saint-Dizier. Ma mère est auxiliaire de vie, elle aide les personnes âgées. Mon père, il travaille à la sous-préfecture à Saint-Dizier, il fait les passeports, les cartes grises, les permis de conduire et tout ça. Dans ton univers familial, la question du boulot, ça n'a jamais été un problème? Si, un peu quand même, oui. Oui, il y a eu un peu d'inquiétude. Ma mère, tout le temps, elle disait je fais je sais pas combien d'heures pour toucher que 800 €. Je sais pas si je vais changer de boulot ou pas. Elle se posait des questions quand même. Et ta maman, elle tient le coup? Ouais. Je voulais arrêter l'école. Donc du coup, je travaillais à l'usine. Et voilà. Ce qui est chiant dans l'intérim, c'est qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va reprendre le boulot ou quand est-ce qu'on va partir. C'est ça qui est pas... Bah, j'attends que la boîte intérim me rappelle pour que je retravaille à l'usine, pour que je m'inscris au code, que je puisse passer mon permis. C'est dur pour les jeunes ici? Ouais. Ouais, c'est dur de trouver du boulot à Saint-Dizier parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a rien. Toi, t'as pas envie d'aller voir ailleurs en France? Bah, pour l'instant, non. Après, peut-être que quand je passerai le permis, tout ça, pourquoi pas dans quelques années, mais maintenant, là, non. Pour l'instant, je veux rester ici. D'accord. Et vous partez souvent en vacances? Je suis partie une fois en vacances, en Bretagne, mais sinon, non. J'ai toujours passé mes vacances ici, ouais. Ce que vit Morgane, ce n'est ni le cauchemar, ni la belle vie. C'est un entre-deux. C'est marcher sur un fil. Son avenir n'est pas écrit. Pour l'heure, ses seules options sont les missions à l'usine, s'il y en a, quand il y en a. Saint-Dizier, comme sa région, ont connu des jours meilleurs.
Une autre époque, où les fermes et les forges tournaient à plein. Pour les jeunes et les moins jeunes, la question du travail n'était pas source d'inquiétude. On était d'ici, de l'Est. On pouvait y vivre et y travailler, y trouver son équilibre. En plein essor dans les années 50, la ville de Saint-Dizier connaît depuis 30 ans une crise profonde, comme des milliers d'autres communes françaises. C'est encore un territoire où on a encore des activités, de ces activités industrielles qui sont en train de partir morceau par morceau, avec évidemment une inquiétude majeure sur le devenir. C'est quelques entreprises qui sont restées à Saint-Dizier. Et il y a l'armée. Alors ça, l'armée, la guerre ayant de beaux jours devant elle, l'armée, ça reste encore aujourd'hui et donc vous avez les Rafales qui décollent à la chaîne à Saint-Dizier. Ben oui, c'est de l'activité, c'est de l'argent qui dirige le territoire. Mais globalement, c'est un territoire qui est aujourd'hui plutôt en déprise. Un territoire en déprise, c'est un territoire qui est contraint de renoncer, morceau par morceau, à ses activités. Ici, à Saint-Dizier, le chômage atteint presque 20% de la population active, et 1 jeune sur 3. La ville de Saint-Dizier est coupée en deux, avec d'un côté le centre historique, de l'autre, la cité du Verbois, construite au milieu des années 50 pour accueillir la main-d'œuvre des usines d'alors. Et dans cette cité, aujourd'hui, les jeunes attendent. Faut juste imaginer, il y a quoi, 20 ans de ça, on était 50 000, je crois. Là, on est 25 000. Faut se demander pourquoi les gens y partent. 60 000 on était. Un truc comme ça. La moitié de la population, elle est partie. C'est pas pour rien, c'est... Je sais pas. On va pas dire que notre vie, elle peut pas être bien ici, mais s'il y a pas de taf, la famille, elle est là. On peut rien faire d'autre. Voilà, faut bouger d'ici. Sinon, on trouvera vraiment rien ici. Vraiment rien. Alors toi, tu fais quoi? Ouais, je cherchais, je suis inscrit au Pôle emploi, mission locale, mais ça donne rien. Y a rien. Je suis parti travailler un métier plongeur à Metz. Je suis revenu, c'est tout. Plongeur sous-marin? Ouais, voilà, plongeur sous-marin. Et s'il se passe rien là, s'il se passe rien, comment tu vois les mois qui viennent? Ah, je les vois comme tous les mois, la même chose. Faut partir de cette ville. Sinon, ce sera la misère. On reste là, rien faire, on se lève, il est 4 heures, on va à l'UJC, on traîne jusqu'à 20 heures, jusqu'à la fermeture, après c'est tous les jours comme ça. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien, l'école ça ne donne plus envie. Ouais, après ceux qui sont condamnés à rester ici, ils sont morts dans le film. Un jeune à Saint-Dizier, excusez-moi, mais s'en fout de Saint-Dizier. Ce qui compte, c'est lui. Ce qui compte, c'est la famille qui l'a constitué ou qui veut constituer. Ce qui compte, c'est son avenir. Et c'est normal. Et il sait très bien que ça passe par le fait de soit trouver quelque chose sur place si on peut, mais c'est quand même très compromis, soit partir. Bah, moi, je suis parti l'été dernier, il y a 6 mois. Je suis parti sur un coup de tête et je suis parti à Paris, dans le 19e. J'ai eu du mal aussi à trouver un apprentissage, je m'y suis pris un peu tard. J'ai trouvé là au mois de décembre, ça fait 3 mois que je travaille. Et voilà, il y a de quoi faire, quoi. Tu t'ennuies pas, Tu vis. Tu vis, voilà, tu vis. C'est quoi vivre? Vivre, c'est... Vivre. Manger, boire, dormir, faire sa vie, construire une vie, faire quelque chose. En fait, c'est faire quelque chose, voilà. Alors faut-il rester et y croire encore, comme l'a fait Morgane, en attendant une hypothétique mission d'intérim? Ou partir, comme l'a fait Mohamed, pour chercher un avenir ailleurs? Tu leur en veux à tes parents de ne pas avoir réussi à vivre ailleurs? Non, c'est... Que dans cette cité à Saint-Dizier? Non, c'est leur... c'est comme ça Enfin, c'est les aléas de la vie, quoi. C'était destiné. C'est passé comme ça et... Bien sûr que j'aurais préféré grandir dans une autre ville, dans un autre contexte, de voir d'autres choses. Mais bon, voilà, c'est comme ça et je pourrais pas revenir en arrière. Et je veux que mes enfants ils connaissent pas la même chose que moi parce que c'est dur quand même. Moi dans ma famille ça n'a pas toujours été financièrement la belle vie quoi.
quand on voit ceux qui galèrent en fin de mois, ceux qui s'en sortent pas et qui peuvent pas bouger, j'ai vraiment envie d'évoluer et de gagner ma vie honnêtement et durablement. J'ai trouvé une formation avant de partir à Paris, chez les Compagnons. C'est en alternance, je fais un apprentissage en 3 ans. Et c'est moitié école, moitié entreprise. Et donc j'avais trouvé l'école, il me restait plus que l'entreprise à trouver. Et en plus la plomberie ça me plaît, donc je prends pas ça comme une corvée ou un truc à faire. Ça vient de soi-même. Si j'aurais pas eu ma grand-mère à Paris, je sais pas où je serais à cette heure-ci, mais en tout cas je pense pas que j'aurais avancé quelque chose dans ma vie, je serais toujours au même point. Et c'est vraiment ça qui m'a permis, d'avoir un pied à terre à Paris, c'est vraiment ça qui m'a permis de bouger, quoi. On n'a pas tous cette chance-là, malheureusement. Pour ce jeune, quitter Saint-Dizier et aller à Paris, c'est reconnecter avec un marché de l'emploi dynamique, c'est reconnecter avec la ville-monde, c'est reconnecter avec des territoires qui sont les territoires qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. Bref, c'est aller là où ça se passe. L'essentiel de la création d'emplois se fait dans les villes aujourd'hui, dans les grandes métropoles. Les champs du possible sont dans la grande ville, les champs du possible sont dans les grandes métropoles. Et quel que soit le type d'emploi. L'Île-de-France est le plus gros bassin d'emploi du pays. Elle concentre 15% de la population française et produit à elle seule près du tiers de la richesse nationale. Avec la mondialisation et son corollaire, la métropolisation, la ville concentre les secteurs économiques les mieux intégrés à l'économie monde, la recherche, l'informatique, la finance, la communication, le conseil, etc. Alors naturellement, la ville change, et avec elle sa population. Dans l'histoire, la ville était habitée en masse par les classes populaires qui faisaient fonctionner les usines, les ateliers, l'artisanat. Mais les règles du jeu ont changé. Les grandes villes ont organisé, via le marché, les logiques économiques, les logiques foncières, l'éviction de tous les gens qui ne comptent plus dans la logique de mondialisation. Donc les employés, donc les ouvriers, donc les petites gens, on va dire. Bon. Par qui ont-ils été remplacés? Tout le parc de logements privés qui était hier destiné aux classes ouvrières et populaires est en train de se transformer et accueille aujourd'hui les gens qui comptent pour l'économie. C'est pas un complot. C'est simplement qu'on a besoin de cadres. On a besoin de cadres parce que l'économie, elle marche comme ça. Employés et ouvriers sont désormais minoritaires dans les logements parisiens. Ce processus de mise à l'écart est désormais bien connu des chercheurs. Ils le nomment gentrification. Donc le terme gentrification vient de gentry en anglais. Alors gentry, ça veut dire la petite noblesse terrienne anglaise. Donc bon. Mais en fait, ça veut aussi simplement dire les gens bien nés, un peu comme nous, on dirait les bourges en fait. Donc c'est un terme péjoratif dès le départ qui désigne un processus d'embourgeoisement, mais en le critiquant. Donc, ce qui est intéressant dans le terme de gentrification, c'est le fait que c'est une forme d'embourgeoisement. Donc, on a déjà le mot embourgeoisement en français, mais simplement, c'est une forme, ça permet de désigner une forme particulière qui concerne uniquement les quartiers populaires et qui passe par la transformation du bâti. Donc, c'est transformation sociale et transformation urbaine, et l'un ne va pas sans l'autre. Et ce qu'on observe à Paris, c'est qu'il y avait déjà eu de la gentrification avant les années 80, notamment sur la rive gauche. Quand on pense rive gauche, on pense très aisé. Or, il y avait avant des quartiers très populaires, comme le quartier de la rue Mouffetard, qui était un quartier populaire, qui maintenant est quartier aisé, très touristifié, muséifié. Beaucoup d'étudiants viennent chercher un gîte dans le quartier. Ils y trouvent des logements économiques à proximité des grandes écoles, et ils y trouvent aussi des restaurants populaires où l'on peut manger à sa faim, sans craindre de dépenser trop d'argent. Mais dans Paris, c'est la proximité des beaux quartiers qui favorise l'embourgeoisement ou la gentrification. Donc ça s'est diffusé, c'est un processus de diffusion spatiale de ces beaux quartiers vers d'abord la rive gauche. Par exemple, dans le 6e arrondissement, il y avait le côté Faubourg Saint-Germain très aisé, et puis le côté des petites rues, la rue Saint-André-des-Arts, etc., où là c'était plus populaire.
Et c'est là où il y avait le Faubourg Saint-Germain alternatif, le jazz, etc. Ça a mis du temps, beaucoup de temps à s'embourgeoiser, mais aujourd'hui, les librairies du 6e arrondissement sont remplacées par des grands couturiers, Armani et Gucci. C'est la suite de ce processus, même si ça a pris beaucoup de temps. Au milieu des années 70, de grands travaux sont lancés au centre de Paris. L'embourgeoisement et la gentrification de la ville passent la Seine et progressent naturellement sur la rive droite du fleuve, transformant d'abord les anciens quartiers des Halles et du Marais. La vocation future du quartier des Halles de Paris sera essentiellement culturelle, artisanale et commerciale. Le Centre d'art contemporain en sera la pièce maîtresse. Ce sera en quelque sorte le musée du Louvre de l'art moderne. Ce n'est pas sans regret que les Parisiens ont vu disparaître les célèbres pavillons de Baltard. Durant des siècles, ce lieu fut un point de rencontre. On espère qu'il le redeviendra grâce à un énorme forum à 5 niveaux. Il y avait longtemps que Paris n'avait connu un aussi profond bouleversement. Tout ça transforme la centralité de la rive droite et progressivement, des années 80 jusqu'à nos jours, et c'est pas fini, ça se diffuse du centre vers la périphérie et en l'occurrence plutôt du centre-ouest vers le nord-est, vers les quartiers les plus populaires du nord-est. À la Bastille, où ateliers et petites usines occupaient le faubourg Saint-Antoine, employés et ouvriers qui constituaient 80% de la population dans les années 60 ne représentent aujourd'hui plus qu'un quart des habitants du quartier. C'est très sympathique, les bobos qui arrivent dans tel endroit, ils transforment des commerces, ils regroupent des petits appartements ouvriers, ils en font des beaux lofts, etc. Donc c'est formidable pour le quartier, pour les écoles, etc. Bon. Sauf que c'est hyper violent. Et la mixité sociale, dans ces quartiers-là, a caché et a masqué depuis 20 ans un processus non seulement d'éviction, mais d'appropriation. Et d'appropriation de biens qui vont constituer des patrimoines gigantesques, qui vont demain être valorisés à un point où on va pouvoir se dire mais finalement l'hôtel particulier du 16e arrondissement, il vaut peut-être pas plus que ce qui se constitue là, etc. Dans 20-30 ans, l'ensemble des grandes villes françaises ressembleront à des musées, genre ce sera l'équivalent du Marais à Paris. Il n'y aura plus un espace de parc privé qui ne sera pas gentrifié. La ville moderne n'est plus une ville pour tous. Cette réappropriation des quartiers populaires ne va pas sans une certaine ironie. L'ironie dans cette histoire, on la découvre au carrefour, sur les trottoirs. Les commerces s'approprient les signes, l'imagerie de l'héritage populaire et ouvrier, pour les transformer en logos, en concept marketing. Les gentrifieurs qui arrivent dans ces quartiers, à la fois ils prennent possession du logement, mais ils sont aussi des nouveaux consommateurs dans les commerces, dans les cafés qui transforment. Les cafés c'est plus cher, il y a plein d'éléments comme ça qui du coup, très gentiment, très doucement, évincent des classes populaires, même des cafés, alors que c'était un des piliers de la sociabilité populaire parisienne. Et qui aussi transforme les usages et les normes. On essaie d'éviter que les gens stagnent dans la rue ou ce genre de choses. Toute cette socialité populaire dans la rue, ça fait trop de bruit le soir, etc. Donc il y a des plaintes, il y a des choses qui sont faites pour éviter ça. Donc c'est vraiment une dépossession totale du logement d'abord, bien sûr, mais aussi des commerces, des usages, parce qu'il reste des classes populaires dans la ville, mais elles sont moins visibles, ou elles ont moins... Même le quartier n'est plus à leur image, en fait. Les classes populaires, elles sont toujours arrivées et reparties, arrivées et reparties. Il y a toujours une rotation dans les quartiers populaires. Là, le problème de la gentrification, c'est que ça rompt ce cycle. Ça réduit à une toute petite frange du parc la possibilité de continuer d'arriver. Et ceux qui arrivent aujourd'hui, c'est des migrants. Ils continuent d'arriver, mais ils arrivent dans des conditions de logement aussi horribles que les ouvriers du 19e siècle qui venaient d'Auvergne. C'est eux qui maintiennent le Paris populaire, hein. C'est pas les gentrifieurs quand ils font du mécano-bar. La grande ville a besoin de cadres, et puis elle a aussi besoin encore de classes populaires. Si possible, pas syndiqués, si possible, corvéables à merci. Donc, la logique de métropolisation a installé quelque chose qui, sociologiquement, est très visible dans les grandes métropoles, une mondialisation par le haut et par le bas. Par le haut, vous avez des professions très qualifiées, des cadres sup, des bourgeois, des bobos, tout ce que vous voulez. Et par le bas, c'est l'immigration. Paris est proche banlieue anciennement industrielle. Ça fonctionne plutôt comme la vie globale.
C'est-à-dire, on a des très riches, on a plutôt des très riches et des très pauvres. Les deux côte à côte. Les pauvres, ils s'incrustent dans les centres-villes parce qu'il y a plus de ressources pour eux. De ce que certains historiens du 19e siècle appellent le braconnage urbain. Les petits métiers, les petits boulots, je sais pas moi, vendre des CD, vendre des roses, vendre des petits chapardages. Il y a plus de ressources dans la ville dense qu'au pied des tours ou dans les huppes. Si la composition sociale de la ville s'est radicalement modifiée en quelques décennies, sa périphérie se transforme également. Aux portes de la capitale, la Seine-Saint-Denis est, de ce point de vue, emblématique. Là, c'est une démonstration de laboratoire. Entre 55 et 75, vous avez une apogée de l'industrie. Donc, de la classe ouvrière, des municipalités communistes, plein emploi industriel, etc. Ça vole en éclats entre 75 et 95. Il y a 20 ans de friche industrielle. Les usines s'en vont, personne ne sait quoi faire. Les municipalités communistes bloquent les terrains parce qu'ils ne veulent pas voir partir leurs usines, ils sont dans une position défensive, ils ne veulent pas que les usines s'en aillent. Bon, et puis le chômage commence dans ces années-là. En France, en 1975, il y a 1 million de chômeurs. Bon, c'est nouveau, c'est radicalement nouveau. On avait oublié depuis les années 30 qu'il pouvait y avoir des chômeurs. Et donc, les ouvriers, les employés, bon, ils vont peu à peu quitter ces territoires pour aller ailleurs, d'autant qu'une partie d'entre eux ont déjà accédé à la propriété pavillonnaire. Mais il y a 20 ans de panne de l'aménagement et des idées, 75-95, à la louche. Dans les années 90, arrivent de nouvelles générations de responsables politiques, de nouvelles politiques de l'État. Et par exemple, on va implanter le Stade de France et on va s'orienter vers une mutation radicale de l'emploi. Et sur les friches industrielles, on va construire les sièges sociaux de très grandes entreprises publiques et privées. Allez filmer la gare du RER B, La Plaine, à 8h30 du matin, vous avez un flot de cadres comme à la Défense. Mais ils repartent le soir. Ils repartent le soir parce qu'ils habitent le périurbain ou le centre de Paris. Et la population résidente est pour une grande part une population en très grande difficulté, une population de services, mais de services nettoyage, gardiennage, etc. Une population de chômeurs, une population très jeune et largement immigrés, mais immigrés au sens français et étrangers. Le projet, c'était que les cadres habitent sur place. Les cadres, ils n'habitent pas encore sur place. Ils y habiteront sans doute un jour. Comment est-ce que ça va évoluer? Alors, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que si on laisse libre le marché foncier, le marché immobilier, il est évident qu'à terme, la Seine-Saint-Denis va devenir un nouvel arrondissement parisien. D'ailleurs, il y a qu'à voir les promoteurs qui construisent la Seine-Saint-Denis. Voilà ce qu'on construit la Seine-Saint-Denis. Ce qui, si j'ose dire, bloque le jeu, entre guillemets, naturel de l'offre et de la demande, c'est l'importance du logement social. Les gros blocs de logement social. Aux marges de la ville, ces grands ensembles dont nous parle Annie Fourcault accueillent des familles en grande précarité, aujourd'hui majoritairement issues de l'immigration, employés du nettoyage, des travaux publics, de la manutention, de la sécurité, de la restauration. L'exploitation de l'immigration est omniprésente dans une grande métropole comme Paris. Dans les grandes métropoles, vous avez donc des quartiers qui concentrent ces catégories populaires immigrées, qui sont, elles, évidemment, dans des situations de fragilité sociale optimale. Depuis 20 ans, ces zones urbaines sensibles occupent l'espace médiatique et les discours politiques. On les montre du doigt. On y filme la misère, la violence, les émeutes. Prenez un coin de banlieue juste, 90 ça va mal, 99 ça va plus mal encore, 2006 ça devient catastrophique et 2009 c'est encore en dessous. Ils seraient les ghettos français.
des lieux de tous les maux de la ville. Les zones les plus en difficulté, les ZUS, zones urbaines sensibles, ce ne sont pas des ghettos au sens où les gens bougent. Ce sont des zones où il y a une grande mobilité. C'est ça qu'on n'a pas vu pendant très longtemps. Dès lors que ces territoires sont des territoires où on a une mobilité qui est importante, hein, on a à peu près un tiers du parc de logement qui se renouvelle tous les 4 ans. Donc il y a des gens qui sortent, des gens qui rentrent. Les populations qui rentrent, notamment les populations d'immigrés qui arrivent, sont des populations qui sont de plus en plus précaires, de plus en plus en difficulté. Et donc finalement, vous avez une situation où ce mécanisme qui fait que ces quartiers sont des sas et non pas des nasses. C'est des quartiers par lesquels on passe et par lesquels on peut... C'est un point dans un cheminement de promotion sociale, résidentielle, de mobilité. Finalement, on peut parfaitement imaginer, et c'est ce qu'on a montré dans un rapport, que quand un territoire va de plus en plus mal, ça ne veut pas dire que les populations vont de plus en plus mal, et que donc, de cette façon, on ne fera jamais de quartiers normaux avec ces quartiers-là. La question, c'est d'en faire des quartiers qui soient utiles pour les individus. Dans les zones urbaines sensibles, il y a donc ceux qui entrent, de plus en plus pauvres, de plus en plus précaires, ceux qui restent, assignés à résidence, et ceux qui, du fait de la situation géographique du quartier, ont eu accès à des études, des formations professionnelles, ou simplement au marché de l'emploi de la métropole. Je connais un lotissement près de Goussainville. Ce sont uniquement des jeunes ménages maghrébins, d'origine maghrébine, qui ont quitté les grands ensembles et qui ont acheté là. Alors, en bout des pistes de Roissy, certes, mais ils ont acheté là. Ici, à l'extrémité de la métropole, en parcourant les ruelles du quartier des Noues de Goussainville, nous avons rencontré Mehdi. Avec Joanne, sa compagne, ils ont quitté la cité de l'Est de Paris, dans laquelle ils ont grandi. Mais un jeune ménage d'origine immigrée, dès qu'ils accèdent à un emploi, etc., ils n'ont pas envie de rester là où il y a de la drogue, il y a de la délinquance, et ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants, donc ils bougent. J'étais animateur en centre de loisirs. En arrivant à des salaires entre 1500 et 2000 euros, on n'accède pas à la propriété à l'heure actuelle. Du coup, j'ai trouvé un boulot dans le privé. Donc, il a fallu pour ça que je fasse des formations. Hein. Je savais que le métier du transport, c'est les métiers qui employaient. Donc, je commençais par mon permis poids lourd. Ensuite, j'ai passé un cassesse grue et puis je suis devenu grutier, tout simplement. Comment on arrive ici, c'est tout simple, hein. On a un budget, on cherche ce qu'on peut avoir par rapport à notre budget, quelque chose qui pourrait plus ou moins rentrer dans ce qu'on voulait, et puis on enlève la moitié nos envies, et puis voilà quoi, on arrive... Maintenant je pense on va là où on peut acheter, quoi. On va vraiment là où on peut se loger maintenant. On a de la famille encore sur Paris, donc on peut pas aller, on peut pas trop s'éloigner. Le travail, on a du travail à proximité de Paris ou sur Paris, donc. Ici, c'est desservi, il y a le RER, mais il y a quand même des grosses contreparties, quoi. Il faut quand même vivre avec les avions, avec la pollution, avec les dégazages de kérosène, la pollution sonore, la pollution, toute la pollution, quoi. Pour avoir ça, c'est 15 heures, 16 heures de travail, tous les jours, en travaillant le samedi, des fois en travaillant le dimanche, en faisant des heures de nuit. Mais c'est après ça forcément, oui, mais après psychologiquement, moi je suis peut-être pas tous les jours là pour mes enfants. Je les vois pas tous les soirs s'endormir. Donc ok, la finalité, quand on voit le tableau, là il fait beau, on voit le tableau, on fait un petit repas en extérieur, etc. On a de la famille qui vient, les enfants sont jolis, etc. Tu montes s'il te plaît par ici. Mais sincèrement, voilà, c'est un joli tableau. À quel prix? Il faut être là tous les jours pour le voir, le prix. Parce que là on voit que la finalité. Bien sûr la finalité elle est jolie.
Donc toi, tu as l'impression de connaître par rapport à ta famille l'ascension sociale ou non? Je pense que l'ascension sociale, bon, elle est toujours possible. Je pense que il y a eu une ascension sociale de nos parents ou de l'ancienne génération. Mais pour avoir une ascension sociale aujourd'hui, non, ouais, il y a eu une ascension. Maintenant, ouais, c'est la. Sincèrement, on sent vraiment la chute. Enfin, digression, c'est ça que vous avez parlé. Dégression. Déclassement. Déclassement, ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Mehdi ne croit plus en cette sacro-sainte ascension sociale, dont il est pourtant un bon exemple. Et nous en sommes tous là, à nous poser cette question. Où va-t-on? De quoi sera fait notre avenir? Comment nos enfants s'en sortiront? Et si nous n'arrivions pas à endiguer le chômage de masse qui perdure depuis 30 ans? À une autre époque, cette question ne se posait pas. Nous sommes partis dans l'Est, en Lorraine, interroger d'anciens ouvriers qui ont vécu les 30 Glorieuses, la grande époque de l'ascension sociale, justement. Nous les avons trouvés à Neuve-Maisons, à 10 km de Nancy, des retraités, des anciens sidérurgistes. Ceux-là ont tous commencé à travailler à l'âge de 14 ans, après le certificat d'études. 40 années à fondre le minerai qui faisait de la France une puissante nation industrielle. Qu'y a-t-il derrière ces regards? Quelles histoires ont-ils à nous raconter? Toutes les cités ouvrières que vous avez vues en venant là ont été fabriquées par l'usine de Neuve-Maisons pour attirer des ouvriers dont ils avaient besoin. Et tout le monde vivait sur l'usine, sur la tricoterie, sur les mines et les grosses boutiques qu'il y avait aussi à côté. C'est l'usine qui a fait que ça vive comme ça. En Lorraine, leurs histoires de famille se sont écrites au rythme d'une autre histoire, celle des mines, des filatures, des forges, des aciéries et des hauts fourneaux. Dans les années 60, on regardait la région comme un Texas français, tant était forte sa réputation industrielle et son attraction sur les hommes venus en masse du sud et de l'est de l'Europe. Il y a eu le travail usant, la sueur, les accidents, les grands combats sociaux et les copains de la beurre. Il y a eu aussi les joies des foires, des pique-niques du dimanche après-midi, les joies des jours de mariage et de baptême. Les villes et les villages du nord-est de la France vivaient alors de l'industrie, de ses fumées, de ses odeurs et de ses bruits. C'était l'après-guerre, les 30 Glorieuses. Quand je suis arrivé avec mes parents dans la région au début des années 50, je vois encore les travailleuses des tricoteries passer devant chez mes parents. Avec mes copains, là, on habitait dans les cités ouvrières. Oui. Ah, il y avait toute une vie de ces gens-là, de solidarité, de contact, de convivialité. Tout le monde avait un membre de sa famille qui travaillait dans l'usine. Et moi, j'étais la 3e génération. Parce que mon grand-père, mon père et moi-même avons travaillé dans cette usine. Ces hommes-là ne nous parlent pas de leur vie de retraités, des vacances avec leurs petits-enfants ou de choses anodines. Ils évoquent sans cesse une époque qui les a façonnés. Ça montait dans une cage. Derrière, il y avait le lamineur. Il prenait la barre, il la soulevait. Et on redescendait dans un autre conduit, dans l'escargot. Le camarade entendait la tenaille du camarade qui était derrière qui claquait contre le cylindre. Puis tac, hop, et hop. Ces anciens nous parlent de ce travail aliénant qui les a pourtant construits, du chômage qui est une violence pour ceux qui le vivent. Je me souviens moi d'avoir lu un article du Monde en 68 où ils annonçaient 200 000 chômeurs et le journaliste disait si on atteint la barre des 300 000 chômeurs, ça va être la révolution. Et maintenant on est à 3 millions. Il n'y a pas eu la révolution. Donc il y a quand même des questions à se poser par rapport à ça. Hein. Oui. Mais enfin bon, c'est vrai que c'est dur à avaler. Hein. Oui. 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'entre nous en situation de fragilité sociale. Vu de loin par ceux qui nous gouvernent, c'est un chiffre encombrant, mais abstrait. Vu par ceux qui le vivent ou le voient venir, c'est un cauchemar.
ne suis pas venu faire des promesses. Quand je vois le journal télévisé avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que ça me ramène 20 et quelques années en arrière. Je revis ces moments-là. Ça me fait mal au cœur, ça me fait peur parce que il faut croire qu'ailleurs on arrive à fabriquer ce même type d'acier que l'on fabriquait à Florange, et puis ça coûte moins cher, quoi. Voilà, en utilisant de la main d'œuvre bon marché. Vous savez, quand vous êtes enfermé chez vous, et puis que vous dites, est-ce que je vais pouvoir donner à manger à ma femme et à mes gosses demain? Nous, on travaillait. On partait en grève, mais on avait toujours notre travail. Et eux, aujourd'hui, ils se battent parce qu'ils n'ont plus de travail. C'est pas la même chose, hein, là. Là, nous sommes dignes, vous comprenez? Des ouvriers dignes qui se battent pour sauver leur emploi. Il faut être respecté. Il faut que le salarié soit respecté en tant qu'être humain. C'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi cette région lorraine nous dit-elle quelque chose qui nous concerne tous? Ceux de Florange ont été le symbole d'une classe ouvrière criant à l'aide. Mais tout le territoire est touché. En France, plus de 900 usines ont fermé leurs portes ces 2 dernières années. Il faut passer une vitesse. C'est quoi passer une vitesse? T'as envie de me faire aller en prison, toi? Faut passer une vitesse. Il faut vraiment une action de plus en plus dure par rapport au patron, au fonds de pension. Mais plus dur, ça veut dire quoi? Il faut vraiment que ce soit dur. Ça veut dire aussi bien prendre un couteau, aussi bien prendre un fusil, aussi bien prendre des cordes pour les pendre, parce qu'ils méritent que ça. Je suis fier d'avoir été un ouvrier. Un simple ouvrier. Pourquoi? J'ai toujours été un simple ouvrier. Je ne suis jamais monté à aller demander quoi que ce soit pour moi-même. Jamais. C'est ma liberté. Je me suis jamais incliné devant qui que ce soit. Jamais. Au début des années 60, à l'époque où les anciens de Neuve Maisons ont commencé à travailler, les ouvriers représentaient 1/3 de la population active. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 15%. La mondialisation a mis en concurrence les travailleurs du monde entier. C'est un fait. Et pour ajouter de la souffrance à la souffrance, les crises économiques récentes ont accéléré les processus de désindustrialisation du pays. Alors, comme Metz-Nancy pour la Lorraine, chaque région, chaque territoire mise sur sa métropole, en espérant qu'elle devienne un des épicentres de la nouvelle économie. C'est le cas pour Lille, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Caen, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une ville, qu'est-ce qu'une métropole? C'est jamais que l'expression concrète de ce qu'est un marché, c'est-à-dire un endroit où il y a plein de marchés et des offres et des demandes, des marchés de l'emploi, des marchés de sous-traitants, des marchés de la consommation, des marchés de la culture. Les métropoles seraient les remèdes miracles, les vitrines d'une mondialisation heureuse. Mais pourquoi? Et pour qui? La mondialisation, c'est formidable, mais dans les métropoles. C'est-à-dire que c'est l'intégration de l'économie française à l'économie monde, elle marche du feu de Dieu, mais dans les métropoles. Les gens qui vivent dans les métropoles bénéficient de la mondialisation, c'est formidable. Voilà. Que se passe-t-il alors au-delà des métropoles, dans ces territoires où vivent 60% des Français? Nous sommes allés de l'autre côté du pays, à l'ouest, en Mayenne, à Villaines-la-Juhel. La Mayenne est un département des Pays de la Loire, une région dont la métropole est Nantes. Ce territoire enclavé, rural, c'est une terre de paysans et d'ouvriers de l'industrie agroalimentaire. Un département qui connaît l'un des plus bas taux de chômage du pays. Pourtant, pour Christophe Guilluy, c'est un territoire de fragilité sociale. La Mayenne, c'est beaucoup d'emplois précaires et un grand nombre de familles aux revenus modestes. Alain et Sylviane vivent dans le nord de ce département, dans un hameau de 400 habitants. Elle est née ici. Lui vient d'une cité
La banlieue parisienne, qu'il a quittée il y a 25 ans pour venir s'installer à la campagne. Ils ont acheté à crédit une petite maison avec un bout de jardin. Alain, Sylviane et leurs 2 enfants ont vécu correctement, mais sans superflu, et ce, jusqu'il y a 2 ans. Après 17 années de travail dans une scierie locale, après la faillite de celle-ci, Alain n'a pas retrouvé de travail comme ouvrier. Au chômage pendant une longue période, à 48 ans, il a fini par décrocher un petit boulot. Distribuer Ouest-France, dans les communes alentours. Je me lève à 2h30 et je vais à l'église, je prends mes journaux et je fais ma distribution. Et on met, quand on n'est pas embêté avec la neige, on met 3h, 3h30. D'accord, du coup c'est un temps partiel. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire après 7h30? Il n'y a rien d'autre. Mon mari travaille une partie de la nuit, donc quand il revient, il se recouche. Donc il ne faut pas faire de bruit pour qu'il puisse dormir. Donc les enfants pendant les vacances, ben, ils ne peuvent pas écouter la musique trop fort. Ils sont obligés de soit regarder la télévision ou lire ou voilà, pas faire grand-chose. Parce que s'il n'arrive pas à dormir le matin, ben, il retourne se coucher l'après-midi, donc ça recommence, il ne faut pas faire de bruit. Et donc, vous, madame? Bah là, aujourd'hui, je suis sans travail. J'ai fait des remplacements l'année dernière. J'ai distribué les journaux à Ouest-France aussi, mais c'était que des remplacements. Parce que là, vous avez l'impression qu'il y a moins de propositions en intérim? Bah là, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a aucune proposition. Hein. Parce que là, vous... Ou c'est peut-être le fait aussi qu'on n'a plus qu'une voiture aussi. Hein, C'est-à-dire, expliquez-moi. Ben, auparavant, on avait 2 voitures jusqu'à l'année dernière, quoi. Et le fait que on n'ait plus qu'un quart de salaire, on ne peut pas se permettre de racheter une autre voiture. Donc on n'a plus qu'une voiture. Et du coup, ça pose problème par rapport au travail? Ah oui, oui, parce que l'année dernière, on m'avait proposé un travail pour travailler sur Mayenne et c'était en 2-8 aussi. Donc mon mari l'avait puisqu'il part à 3h du matin. Donc je ne pouvais pas l'avoir à 4 pour aller travailler à 5h, quoi. Vous l'attendez, le boulot? Bah oui, quand même, un petit peu, quand même. Parce que bon, on n'est pas arrivé à la retraite, hein, on a quand même encore quelques années à faire. Donc, oui, on espère quand même trouver quelque chose. Même un travail à mi-temps, mais au moins quelque chose, quoi. Que bon, 2 travails à mi-temps, bon, on s'en sortirait mieux qu'avec avec son travail actuellement, quoi. Et vous, Alain? De quoi? Vous étiez ailleurs. Moi, c'est autre chose. Et vous, le boulot Mais je trouverais autre chose derrière, ça serait bien. Ça ferait un temps complet. Hein. On pourrait faire un autre crédit pour avoir une voiture, voir autre chose derrière. Et puis, comment je veux dire, pour le loyer, pour tout. Hein. Il y aurait 2 payes, je veux dire. On n'aurait pas repoussé les échéances pour la maison et tout ça. On n'avait plus que 9 ans à payer, mais vu la situation difficile, on a été obligé de négocier avec la banque, quoi. Payer des traites un peu moins fortes, mais bon, ça rallonge. Ça a rallongé de 3 ans. Donc comment vous voyez le futur proche, là, l'année prochaine? On espère que ça va s'améliorer toujours. Que bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu des moments difficiles, puis après ça repart, donc on espère que ça repartira. Hein. Pourquoi pas, après tout. Et les politiques, t'en attends quoi? Je ne crois plus en rien. Le problème, c'est qu'ils promettent, mais t'as jamais rien. Alors, pourquoi voter?
Toi, carrément, t'as décidé de plus voter. Non, mais j'ai jamais voté. Ça t'arrive d'avoir envie de changer de vie? Moi, ça m'arrive. Non. Et ça t'arrive d'avoir envie de changer d'endroit? D'endroit, comment ça? De région? Bon, non. Moi, je suis bien où je suis. L'idée qu'on peut bouger de sa maison pour aller trouver un emploi dans une zone d'emploi active quand on est propriétaire précaire est absurde. Puisque c'est tout ce qu'il reste aux gens, leur toit. C'est-à-dire qu'au moins, ils sont logés. La réalité, c'est qu'une fois qu'on est sur ces territoires, éloignés des grandes villes, que l'emploi est fragilisé ou qu'un plan social vient à arriver, les 3/4 du temps, les gens sont bloqués sur place. Les emplois, bien entendu, tout le monde veut sauver des emplois quand on voit le chômage au niveau où il est, ou en Mayenne, on a dépassé les 10 000 chômeurs. En effet, c'est une urgence. Mais pour sauver ces emplois ou pour en créer d'autres, il faut une économie qui marche, et qui marche dans le bon sens. Et là, le problème de la politique, c'est qu'on va vers l'austérité. Ici, on pourrait penser que l'on se trouve face à des cas isolés. Une petite minorité de Français qui galèrent. Ces zones de fragilité sociale en France, elles sont majoritaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui une majorité des classes populaires qui finissent tout juste le mois, quoi. Mais si le fuel vient à augmenter, si la voiture démarre pas, si on doit payer le transport de son gamin, si on veut partir en vacances, ça passe plus. Le gros problème, c'est que les politiques considèrent toujours que ces gens dans la fragilité sont une minorité, que la fragilité sociale a en réalité gagné une frange majoritaire des classes populaires qui elle-même est majoritaire. Et cette fragilisation a été rendue invisible par le déplacement de ces catégories très loin des grandes villes. C'est-à-dire que cette France des invisibles, précisément, elle s'est fragilisée, mais en même temps, elle est sortie des écrans radars. C'est une réalité qu'on n'a sans doute pas vue, ou pas voulu voir. Ouvriers, employés, petits paysans, salariés précaires ou au chômage, jeunes, retraités et fonctionnaires modestes, composeraient une population fragilisée, désormais majoritaire en France. Vilaine-la-Juhel, à quelques kilomètres du hameau d'Alain et Sylviane, est un exemple ordinaire de cette France populaire. C'est un bourg de 3000 habitants, des gens qui travaillent dans les fermes, dans les PME, dans l'usine locale ou dans le service, et bien sûr beaucoup de retraités, chez lesquels Baïja travaille. En général, je commence à 7h30, 8h, je pose mes enfants à la garderie. Au début de la matinée, souvent, c'est des toilettes, lever les gens. Après, c'est du ménage. Et le soir, à 18h30, je finis ma journée. Ça fait combien de temps que tu fais ce boulot? Depuis 2004, ça va faire 8 ans. Baïja élève seule ses 2 enfants et travaille une trentaine d'heures par semaine. Aujourd'hui, 4 600 000 Français travaillent comme elle à temps partiel. Une proportion qui a plus que doublé depuis les années 80. Cette réalité concerne en très grande majorité les femmes. Il n'y a pas beaucoup de poussière, hein? La cheminée ne marche pas. Ça y va, la semaine prochaine, on va l'allumer. Surtout c'est essuyer tout le temps. Ah, vous avez du boulot. Ouais, ça ne me dérange pas du tout. Je suis là pour ça. Le métier que je fais, ouais, c'est dur physiquement que moralement. Hein. On y va? Oui, ma Baïge. Elle est belle, la petite. Je sais. Non, vous savez, Vous voyez, j'aime pas ça comme ça. vous aimez bien. J'aime pas ça comme ça, c'est comme ça. Non. Tu prends du plaisir? Oui, ah oui, énormément. Ouais. Beaucoup de plaisir parce que j'ai le contact avec les gens, je vois les gens, ils m'aiment beaucoup. C'est important. Ouais. L'avenir proche, tu le vois comment, là, tes prochaines années? C'est quoi tes projets? Je vis le jour au jour.
vois par rapport à mes enfants, oui, je pense à leur avenir. Plus qu'on a des études, plus que quand même le travail il est moins dur. Donc si je comprends bien, tu aimerais bien que tes enfants... Qui ne seront pas comme moi quand même. Océane, tu vas t'en... Au début, quand j'ai eu mes enfants, j'avais toujours peur qu'on serait mal accepté ici. Alors, mon fils, il s'appelle Florian, ma fille Océane, parce que j'avais peur de les donner un prénom marocain pour leur avenir. Toujours, je prépare pour l'avenir. C'est curieux, aux dernières élections, tu m'as dit avoir voté Front National. Oui, ouais. Et je votais Marine Le Pen. Et s'il se représente, je me voterai Marine Le Pen. Parce qu'il n'est pas contre les personnes comme moi qui travaillent, les gens qui respectent, et il est contre les gens qui vivent l'assistanat tout le temps. Hein. Il n'est pas... Voilà, c'est... Mais quand on voit François Hollande, tout ce qu'il a promis aux gens, ou ce qu'on arrive actuellement, franchement, je ne regrette pas pourquoi ne pas voter pour lui. Hein. Et t'as pas peur qu'il y ait une dérive avec le Front National? Non, mais franchement, je m'en fous. Même ce que j'ai dit, même s'il me renvoie chez moi au Maroc, c'est pas grave. La priorité, c'est aux Français. Nous avons quitté Baïja sur cette phrase dérangeante. Elle, si souriante, courageuse, proposant son propre sacrifice. Comment comprendre ce paradoxe? Le constat est là. Cette France périphérique dont Baïja fait partie, cette France dite des invisibles, est celle qui, au moment des élections, s'abstient ou vote Front National. Le Front National est premier parti ouvrier depuis très longtemps, enfin depuis les années 90. Bon, ça, ils font des gros scores en milieu ouvrier. La grande nouveauté, c'est ça la marque du discours de Marine Le Pen, c'est une progression du Front National chez les employés, chez les femmes, et sur les territoires qui hier étaient des territoires où le Front National faisait quasiment zéro, de l'Ouest et du Sud-Ouest. Ce vote Front National, le géographe l'a cartographié après les dernières élections présidentielles. Ici, il est représenté en rouge. On retrouve les traditionnels bastions du vote FN. L'Est, fortement désindustrialisé, mais aussi toute la zone méditerranéenne. Mais ce sur quoi le géographe insiste, c'est la progression de ce vote dans l'Ouest français, qui était jusque-là étanche aux thèses du Front National. Désormais, le vote FN est présent dans toute la France périphérique, la France des fragilités sociales. Ça nous dit quelque chose, justement, de la recomposition du populaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, culturellement, l'ouvrier, l'employé, les hommes et les femmes issus de ces catégories, les jeunes issus de ces catégories, ont un comportement électoral, je dirais, commun. C'est-à-dire que c'est comme un nouveau vote de classe, c'est ça qui est impressionnant. Alors, ça s'exprime pas d'ailleurs forcément vers le Front National. Hein. Pas oublier une chose, c'est que c'est d'abord l'abstention qui est le fait majoritaire, mais abstention comme vote Front National, ça dit quelque chose. Ça dit les choix politiques, économiques, sociétaux de la droite et de la gauche depuis 20-30 ans nous ont été défavorables, nous, classe populaire. C'est-à-dire que c'est un constat objectif. C'est un diagnostic. Les gens font un diagnostic. Ils sont pas débiles. Nous avons continué la route plus à l'ouest, vers la côte atlantique, jusqu'à Saint-Nazaire. La ville des chantiers navals. Une terre ouvrière, à gauche depuis 80 ans. Une nouvelle terre de chasse du Front National. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venus, je peux dire si nombreux, parce que vous êtes vraiment nombreux, parce que ça prouve que vous êtes quand même une exception. Vous êtes des gens qui faites de la politique, qui n'avez pas peur de vous engager, parce qu'on vous dit que la politique, ça n'est plus utile maintenant. On vous dit que la politique ne peut plus rien, que l'économique peut tout, que les marchés peuvent tout.
On vous dit que même la France ne peut plus rien et que seule l'Europe peut. C'est-à-dire que nous ne sommes plus souverains en rien. Gautier est né en 1987. Il a grandi à la campagne, à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Tout en poursuivant ses études d'histoire, le jeune homme milite dans les rangs du Front National, et ce depuis l'âge de 20 ans. J'avais beaucoup d'amis qui étaient soit de gauche, soit un petit peu de droite, soit pas politisés du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu chez certains, chez même beaucoup de gens, y compris des gens de gauche ou d'extrême gauche, il y a un respect qui s'est installé dans le rapport qu'ils pouvaient avoir avec moi, parce qu'ils se rendent compte que c'est un engagement qui est pérenne. C'est pas juste un engagement d'adolescence, et que ça devient petit à petit ma vie au quotidien, quoi. Nous sommes au-delà de nos clivages partisans, au-delà du fait que nous soyons du FN, nous sommes toutes les tendances des Français qui pensons que la France, le drapeau, et un certain nombre de valeurs sur lesquelles on ne veut pas transiger, sont au-dessus de tout. C'est le système UMPS qui se partage le pouvoir pour le bénéfice de quoi? Du peuple ou d'élites sociales, de toutes petites élites? Moi, je pense plutôt que c'est la deuxième solution. Il y en a un qui vient avec moi de l'autre côté, là? Monsieur, bonjour, Front National. Bonne journée. Moi, je le vois, hein, si les jeunes du FN s'engagent, et moi notamment, c'est aussi pour avoir un petit peu d'appartenance collective. Faire partie de quelque chose qui nous dépasse un peu, qui nous transporte vers un horizon qu'on juge sain et salutaire. Bonjour madame, Front National. Non. Non? Bon, Pas du tout. bah tant pis. Bonne journée à vous. C'est comme ça. Bonjour madame. Un peu de lecture contre les agressions? Vous l'avez déjà? C'est parfait. C'est contre... C'est contre les agressions, oui. Ah oui, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Non, 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 c'est priorité Oui, à mais c'est quand l'emploi. même le parti du Front National. Oui, Voilà. parti de Marine Le Pen. Voilà, c'est contre les agressions, mais pas... C'est sur l'emploi, on s'est trompé. Oui. Hein. Oui. C'est aussi important que la sécurité. Chacun son parti. Eh oui, le camarade, c'est pas sur les agressions, c'est sur l'emploi. Oui. Les gens sont pas forcément très réceptifs au message du Front National. Ils peuvent avoir un peu peur que ce soit dangereux comme mouvement politique. Puis, est-ce qu'on ne pardonne pas aux candidats du Front National de ne pas sortir de l'ENA, de ne pas avoir fait l'HEC, de ne pas être des fils d'eux? Alors, est-ce qu'on ne reproche pas à mon candidat Jean-Claude Blanchard-Saint-Nazaire d'être un ancien soudeur des chantiers de l'Atlantique? Pourquoi Marine Le Pen, ça monte très fort sur les territoires qui sont, on va dire, hors des grandes villes, etc. À ton avis, c'est quoi ton analyse? Je pense que c'est des territoires qui, en fait, ont tous les avantages de la mondialisation. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de service public, par exemple. Ils n'ont plus une ligne d'autobus, ils n'ont plus de maternité. Ils sont vraiment dans ce drame de la désertification des campagnes, qui ne concerne pas naturellement les grandes métropoles. C'est-à-dire qu'on va, à mon sens, concentrer tous les efforts sur les villes pour en faire des métropoles un petit peu gigantesques et sans saveur, presque. Des métropoles qui perdent un peu leurs âmes, même au niveau des paysages ou de l'urbanisme. Et puis à côté de ça, on va avoir des campagnes qui sont un petit peu habitées par ce que Marine Le Pen appelle des oubliés ou des exclus. Le Front National fait du marketing électoral. Ils ont parfaitement compris qu'aujourd'hui, les classes populaires ne pouvaient plus ni se référer à la gauche, ni se référer à la droite, tout simplement parce qu'ils ont vécu, presque dans leur chair, les conséquences des choix économiques et sociétaux des gouvernements de gauche et de droite successifs. Mais le Front National ne capte qu'une toute petite partie des classes populaires. Les gens se servent du Front National. À chaque scrutin, qu'est-ce qu'on regarde, quoi? On regarde le niveau du vote Front National. Bien évidemment, les gens vont se servir du vote FN encore longtemps. Mais je dirais que peu importe, c'est pas ça le problème. La question, c'est est-ce que oui ou non, la place des classes populaires dans la logique de mondialisation et de recomposition économique est importante ou pas? C'est une réalité. La place que l'économie monde fait aux gens modestes est de plus en plus étriquée. Ils le savent, ils le sentent, ils le vivent. Ils ne sont plus qu'aux marges d'une économie convertie à un capitalisme financier qui s'est emballé. Alors, comment s'étonner que cela produise de l'amertume?
Pour le Conseil économique, social et environnemental, il y aurait aujourd'hui en France 12 à 15 millions de personnes pour qui les fins de mois se jouent à 50 ou à 150 euros près. Employés et ouvriers ne sont pas les seuls touchés par la fragilité sociale. Nombreux sont les paysans, les petits exploitants qui connaissent les mêmes difficultés. Aujourd'hui, un paysan sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté, quand plus de la moitié d'entre eux gagnent à peine le salaire minimum. On a des poires, c'est quand même pas de la merde. Personne n'en veut. Les petits paysans sont en voie de disparition sur le territoire, alors même que les très grosses exploitations, elles, continuent de grandir. Il n'y aura plus de paysans, il n'y aura que des chefs d'exploitation. Les chiffres sont éloquents. Il y avait 10 millions d'exploitations agricoles en 1945, 1 million en 1990, 500 000 aujourd'hui. Ça me fait mal. Chaque jour en France, un agriculteur se suicide. Et 200 exploitations ferment chaque semaine faute d'un repreneur ou parce qu'elles sont en faillite. Nous sommes allés en Languedoc-Roussillon à Jonquière-Saint-Vincent, chez Jocelyne et Jean-François, des maraîchers qui cultivent légumes et fruits de saison. Je suis née dans l'Aube, en Champagne, de papa paysan, bien sûr, dans l'élevage et principalement des vaches laitières. Et jusqu'à mes 30 ans, j'ai fait autre chose que de l'agriculture. Voilà plus de 15 ans que Jocelyne et Jean-François se sont installés sur ces terres, dans le département du Gard. On faisait de l'export, principalement Allemagne, Suisse et Angleterre. Agriculture biologique, mais intensive, c'est-à-dire 4 à 5 produits à l'année, principalement de la salade d'hiver, courgettes et melons l'été. Allez, on va dans la serre, viens. Quand on plante 7000 salades dans cette serre, on vendait nos 7000 salades. C'est-à-dire qu'on vendait les salades du milieu qui faisaient 350 grammes et puis on vendait celles du bord qui sont toujours moins grosses parce qu'elles ont plus froid, enfin bon. Et là, il y a eu donc un grand nombre de gros paysans qui sont passés en bio dans les années 2000. Et là, on a commencé à nous demander des produits calibrés. C'est-à-dire que la salade de 350 grammes, c'est-à-dire les 4000 du centre de la serre, se vendait. Et puis, on a commencé à broyer les 3000 salades qui restaient sur les bords. Il faut savoir quand même que quand on vend grossiste, on ne choisit pas notre prix. C'est l'acheteur qui choisit le prix de la salade. Pour Jocelyne et Jean-François, très vite, les soucis s'accumulent. Aux exigences des grossistes viennent s'ajouter quelques années de climat difficile. Il aura suffi de 3 années pour que la situation du couple de maraîchers devienne inextricable. Je me suis remise en question. C'était 2005. J'avais 50 ans. Et les huissiers à la porte. La petite exploitation familiale aurait dû fermer ses portes. Asphyxiée par les dettes, la paysanne se retrouve face à la justice. Quand je me présente devant la juge, je me suis dit, il faut que, si je veux continuer, il va falloir que je justifie de notre commercialisation. Si je lui dis je continue à travailler avec les grossistes et à vendre mes produits et à jeter 40% de ma production, elle ne va pas me laisser continuer, quoi. Et là, j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont parlé des AMAP. Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, dites AMAP, sont apparues au début des années 2000. Elles appartiennent à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, un secteur qui regroupe les mutuelles, les associations et les coopératives. L'économie sociale et solidaire emploie près de 2,5 millions de salariés, soit 10% des actifs. Depuis la crise de 2008, c'est un secteur où l'emploi progresse de 2% par an, quand le secteur privé classique, lui, recule. Devant le juge, en octobre, j'arrive et je lui dis, voilà, donnez-moi une chance. Laissez-moi du temps pour rebondir. Et je lui explique en 10 minutes ce que sont les AMAP. Les AMAP réunissent des familles de consommateurs qui s'engagent à acheter chaque semaine la production d'un agriculteur local. Tous les ans, au mois d'octobre, je fais un bilan comptable, je fais un prévisionnel et je divise par le nombre de familles que j'ai. Et ça fait un prix de panier. Cette relation directe du producteur au consommateur garantit un revenu annuel à l'agriculteur,
et des légumes de qualité au juste prix aux citadins des métropoles. Un pont entre les territoires, un lien entre des Français qu'un fossé séparait. Si le temps le permet, hein, on serrera Noël de près avec tout ça. Regarde. Beau, hein? 6 ans après avoir sauvé sa petite entreprise, la grande fierté de Jocelyne, c'est de nourrir des familles dont elle voit grandir les enfants. C'est d'avoir créé 2 emplois en CDI, alors qu'elle n'avait jamais réussi à le faire en 30 années d'agriculture. Et c'est surtout de s'être définitivement affranchie des grands réseaux de distribution et des lois du marché. Je ne sais plus aujourd'hui combien coûte le kilo de fraises, combien coûte la salade, combien coûte le chou. Je m'en moque complètement. Jamais j'aurais pu penser que je finirais ma carrière comme ça, jamais. Jocelyne et Jean-François, comme des millions de Français, connaissent des difficultés. Pourtant, ils ne se résignent pas. En les quittant, nous avons continué la route vers le sud, vers la métropole régionale, Montpellier. Terre de soleil, de bien vivre. La ville et sa région attirent un très grand nombre de Français. Environ 30 000 personnes viennent s'installer chaque année en Languedoc-Roussillon. Alors, comme à Paris, et comme dans toutes les métropoles, ouvriers et employés sont repoussés loin de la ville, là où le marché de l'immobilier leur reste accessible. À une trentaine de kilomètres de Montpellier, nous avons embarqué avec Eric, un ouvrier de l'industrie, un enfant du pays. J'étais locataire, comme beaucoup de gens dans ma condition, et en faisant le calcul de ce que je payais en loyer et en taxes d'habitation, j'ai voulu savoir si je pouvais devenir propriétaire. Donc effectivement, oui, j'ai pu le devenir propriétaire dans le même ordre de prix, mais il a fallu que je m'éloigne de mon lieu de travail. Je me suis fait une approximation, je me suis dit, par rapport à mon lieu de travail, je ne veux pas dépasser 30 km. J'ai évité donc sur ce rayon de 30 km les grands centres urbains comme Montpellier, et puis tout ce qui est littoral, parce que les prix de l'immobilier, comme les taxes d'habitation et la taxe foncière, est vraiment, ça s'adresse pas à ma condition d'ouvrier, quoi, voilà. Quand j'étais gamin, je vivais donc à Ballaruc-les-Bains. C'est un joli village, et à l'époque il n'y avait pas toute cette spéculation immobilière. Donc mes recherches sont beaucoup plus orientées à l'intérieur des terres, donc voilà, donc j'ai commencé à chercher un peu dans des zones plus ou moins désertiques, et j'ai fini par trouver quelque part dans ce petit village quelque chose qui me correspondait. Ça veut dire qu'en fait les classes populaires sont repoussées. Ah ben oui, ou alors les classes populaires sont regroupées dans des ghettos comme on en voit de partout dans les grandes villes, quoi, dans les grands ensembles urbains. L'ouvrier, le simple salarié, n'a plus rien à faire sur le littoral, quoi. Il n'est même plus il n'y est même plus invité. Nous sommes la sous-culture de la région d'où on est né. Voilà, c'est ça. On nous repousse dans les terres. On est repoussé dans les terres et toutes les industries s'en vont. On s'aperçoit que c'est remplacé par des retraités mais des gens mais pas de chez nous, des retraités qui viennent d'ailleurs et qui ont beaucoup d'argent aussi, et tant mieux pour eux. Mais bon, qui viennent sur Montpellier, et on voit que l'industrie, le travail, comme on pouvait le voir à l'époque, et où on pouvait vivre à côté de son boulot, eh bien, c'est plus possible aujourd'hui, on s'en aperçoit, on peut plus s'approcher. Mais même la banlieue proche de Montpellier n'est pas approchable du tout, quoi. Et toi, Christophe? Je suis né dans un quartier, la ZUP, comme on dit, à 7. Bon, j'ai eu le CDI, donc je suis parti de chez mes parents. Je suis parti en ville, j'avais un loyer de 850 €, charges comprises, et donc je m'en sortais pas. Tous les mois, c'était à coût de 1500 € de découvert, quoi, à peu près. De là, je suis revenu dans le quartier, mais avec les enfants, c'était vraiment pas possible, quoi. Pas possible, les cages d'escalier, c'était rempli de dealers, tu passais, tu rentrais chez toi, ils te regardaient de travers. Mais ça m'énervait grave. De voir ah ben, laisse tomber, voilà. Ben, donc moi, j'ai eu la chance parce que mon père, il a acheté un terrain de loisirs.
de 10 300 mètres carrés. Il a acheté ça pas très cher, quoi. Il m'a filé un bout. Et donc, ce que j'ai fait une construction illicite dessus, quoi. Je crois que c'est les bulldozers qui viendront et je resterai dans la maison, quoi. Et donc ça, c'est pas une angoisse par rapport à la vie de famille Eh si, j'y pense. Et je suis pas le seul dans cette situation. On est 37 familles à vivre autour de moi en construction illicite. Les difficultés de logement de ces ouvriers sont aggravées par les récents mouvements de population sur le territoire. Un phénomène de vase communicant parfaitement visible si l'on regarde une carte du déplacement des Français d'un département à l'autre. Une carte des migrations qui est édifiante. En violet, les régions qui, entre 2003 et 2008, ont perdu de la population. En blanc, celles qui sont restées stables. En orange, celles dont la population a augmenté. Les Français quittent le nord et l'est pour aller vivre à l'ouest et au sud du pays. Dans cette dynamique, la zone urbaine de Montpellier affiche ces 10 dernières années une croissance de sa population de 14%, le double de la croissance de l'Île-de-France. Le problème, c'est que vous continuez, vous allez tomber à un moment donné sur une impasse en termes de congestion, en termes de destruction totale du paysage. Si vous prenez le littoral, si vous prenez la ville de Montpellier elle-même, si vous prenez les coteaux qu'il y a autour, on est une espèce de glacis congestionné qui déjà commence à poser des tas de problèmes de fonctionnement, avec un émiettement, avec une dépendance à l'automobile absolument colossale, des gens qui pour se loger vont à 30, 40, 50 km. Donc on a déjà une situation qui commence à être tendue, mais en même temps, si ça s'arrête, c'est encore pire. Donc on est sur une situation, on est sur un vélo dans une pente légèrement savonnée et on ne sait pas bien s'il faut mettre les pieds par terre pour freiner, mais à ce moment on risque de tomber, ou si on continue, mais à ce moment on va tomber dans le trou qui est au fond. C'est un territoire qui doit se sevrer d'un dopage démographique. Laure est une de ces nouvelles arrivantes qui est venue faire sa vie ici, à Montpellier. Elle a grandi à Firminy, une petite commune non loin de Saint-Étienne. À Firminy, il y a beaucoup de difficultés parce que il n'y a pas tellement de travail que ça. Il y a une usine et encore, ils virent à tour de bras parce qu'il y a de moins en moins de boulot. Il n'y a rien à faire, quoi. Enfin, c'est gris, voilà. C'est une ville tout en longueur, une ville industrielle. Enfin, il n'y a pas de verdure spécialement. Il n'y a rien à faire, quoi. Fille d'un ouvrier et d'une femme au foyer, Laure a 11 ans lorsque ses parents divorcent. À cette époque, le quotidien de la jeune fille et de ses frères devient difficile. Envoyée en foyer à l'âge de 15 ans, Laure tente une formation professionnelle. Mais elle sait que pour s'extraire de son milieu, de sa petite ville, elle doit poursuivre ses études. Elle réussit à réintégrer le lycée avec un seul objectif, un jour, prendre le large. J'ai eu mon bac avec mention. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais faire la fac. J'ai toujours rêvé de faire ça. Je me suis dit, je me lance, j'ai les capacités, je le fais. Je vais voir une conseillère d'orientation, on examine un petit peu tous les trucs qui me plaisent. Et l'anthropologie, elle me parle de ça, je connaissais pas, ethnologie, anthropologie. J'ai dit, mais c'est pour moi, voilà. J'ai fait 3 ans de fac, plus ou moins difficile quand même, parce que toute seule à Lyon, la première année, je connaissais personne. Et ben, j'ai plus du tout de thunes, donc il va falloir se mettre à bosser. Donc je trouve des petits boulots en intérim. Je commence par des trucs de merde, bipage pour les inventaires, on fait que du bip, bip, bip tout le temps. Puis à force de leur demander, vous avez pas autre chose, vous avez pas autre chose, vous avez pas autre chose, à chaque fois que je faisais des inventaires, elles m'ont dit, ah, on a peut-être quelque chose pour vous. Donc là, j'ai commencé en restauration. Je travaillais sur un bateau à Lyon. J'ai eu la chance de tomber sur des gens super qui m'ont tout appris de A à Z. Je faisais du ménage au black aussi chez des particuliers pour me faire encore un peu plus de sous.
Pareillement, j'allais à la fac, je me mettais vachement de pression pour la fac, vachement de pression pour le boulot, et ça faisait trop de choses. Il y a eu des gros moments de craquage. J'espérais avoir une mention très bien, j'avoue. J'étais un peu déçue, j'ai eu une mention bien, mais c'est vrai que si j'avais eu la mention très bien, j'aurais poursuivi. Parce qu'il y a des bourses au mérite quand on a la mention très bien, et ça m'aurait permis de continuer. Et puis Chélia, ma pote d'enfance, me dit écoute, moi je suis sur Montpellier, moi j'aimais bien la ville, viens, il y a la mer, viens, je pourrais te trouver du boulot, etc. Après avoir bossé 8 mois dans une grande chaîne avec donc mon amie Chélia, on s'est bien rendu compte qu'on était exploités. Bon, alors déjà, exploité, je le suis depuis que je bosse, hein, parce que quand t'as pas un diplôme assez élevé ou une connaissance, etc., c'est un peu compliqué. Ça fait des années qu'on se connaît, on a déjà bossé ensemble, on sait ce qu'on vaut bien mieux que ça. On n'a que des petits CDI de merde, 20h, 25h, on n'arrivera jamais à mettre des sous de côté dans tous les cas. On s'est dit, viens, on s'achète un petit bar, on se fait un truc, petite salle de concert, on fait des petits jus, des cafés, des trucs, machin. On rêvait un peu, quoi. Laure et Chélia imaginent alors leur projet. Un food truck au camion-restaurant, avec soupe et salade bio. On est tous toujours pressés, on n'a pas le temps pour rien. Donc même pour manger, il faut manger vite. Donc en gros, jamais on mixe toutes les données, ça fait que les gens, ils veulent manger dehors, sauf qu'ils veulent de la bonne bouffe et qu'il n'y en a pas qui est proposé. Maintenant, il y a nous, la pomme qui roule. Elle se lance dans l'aventure et décroche un accompagnement pour la création d'activités. Sur le nom, sur la description de l'offre. Et où donc maintenant, l'idée, c'était de retranscrire un peu tout ce que vous proposez. Les deux jeunes femmes ont parfaitement compris le fonctionnement de la métropole dans laquelle elles se sont installées. Elles écument les quartiers périurbains de la ville, démarchent les collectivités, cherchent des emplacements. On visait surtout une clientèle de cadres qui ont besoin d'un repas le midi, qui sont assez pressés. Donc les zones d'activité, c'était ce qui nous correspondait le plus. Ça passe par tout le monde, c'est pas uniquement des cadres. Parce qu'il n'y a pas seulement les gens qui sont cadres et qui ont un certain niveau de vie qui vont pouvoir aller manger sainement et donc éventuellement ne pas avoir de cancer, éventuellement ne pas mourir plus jeune. Enfin, on a marre que ce soit toujours les mêmes qui aient les privilèges. Après des mois de travail, leurs allocations chômage s'épuisent. Laure et Chélia, qui n'ont personne pour les soutenir financièrement, doivent reprendre du service dans une pizzeria de Montpellier. Une étape seulement pour les deux jeunes femmes qui ne se découragent pas et qui ont la certitude de bientôt boucler leur projet. Moi, depuis toute petite, déjà j'avais qu'une hâte, je me souviens très bien, le nombre de nuits où je me disais vivement mes 18 ans, ils ont mes 18 ans, que je parte, que j'ai ma vie, quoi. Au final, je suis partie même plus tôt, je suis partie à 16 ans, donc... Et j'ai toujours aspiré à mieux. Enfin, je sais pas, peut-être que je me fais des films ou quoi, mais je me suis toujours dit, je vaux mieux que ça, et que un jour, je ferai un truc vraiment important, soit pour moi, soit pour d'autres gens aussi, mais enfin, je me suis toujours sentie sous-évaluée, en fait, souvent dans ce que je faisais, ou même par mes parents, ou sous-estimée, etc. Et je sais que je vaux mieux et que j'arriverai à faire quelque chose de ma vie. S'inventer une vie, un avenir, tenir au quotidien, trouver sa place quelque part en France. C'est une question qui ne cesse de nous travailler, tous, en profondeur. Celles et ceux qui nous ont ouvert leurs portes, une année durant, nous ont dit la vie dure ou les espoirs, et tous regardent la réalité en face. Dans la France d'aujourd'hui, il y a ceux qui ont gagné, ceux qui attendent encore, ceux qui rêvent d'ailleurs, et ceux, très nombreux, que la mondialisation a laissés de côté. À quoi tu penses ? Hein ? À quoi tu penses ? À rien du tout. La majorité des classes populaires sont aujourd'hui à l'écart d'un projet conçu par nos classes dirigeantes, pas depuis hier, depuis 30 ans. Tout le malaise économique, politique, démocratique qu'on vit depuis 30 ans est là. Il y a aussi ceux qui résistent, ne se résignent pas, inventent de nouvelles solutions et continuent à rêver à un avenir meilleur. Mais oui, il y a de l'espoir, bien sûr. À partir du moment où t'en veux, où t'aimes la vie, où ouais, la vie, elle est pas forcément belle tous les jours, mais bon, elle est belle pour personne. Hein. Celui qui gagne 1 million par mois, est-ce qu'il est bien plus heureux que moi ?
je sais pas, hein, il peut pas sortir comme il veut. S'il a une éraflure sur son bateau, ça va le faire chier. Enfin, voilà, quoi. Il a une autre vie que moi. Enfin, moi, ça m'intéresse pas, tout ça, quoi. Avoir une grosse bagnole, tout ça, c'est pas l'essentiel, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être bien, quoi, de voyager, d'avoir des discussions intéressantes avec des gens, voilà, de pas être paniqué par le moindre galère, de vivre bien avec moi-même, quoi. Être en paix avec moi-même, être en paix avec le monde, avec la nature, avec plein de choses. Nos dirigeants politiques ont-ils bien pris la mesure de la situation de notre pays? Faut-il croire que la fracture française est irrémédiable? Ou devons-nous espérer qu'un autre monde est possible?